end to this crime that is a blight on our collective humanity. I thank you all. I thank Ms. Bangura for this briefing. I now give the floor to Ms. Saran Keita Diakite, NGO Working Group on Women, Peace and Security. Merci. Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire Général, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, je tiens tout d'abord à vous remercier pour l'opportunité qui m'est donnée de m'adresser au Conseil de sécurité. Je m'exprime aujourd'hui au nom de l'ONG Working Group on Women, Peace and Security. Je me trouve également devant vous à ma qualité de président du réseau Paix et Sécurité des femmes de l'espace CEDEAO, l'antenne du Mali. Nous apprécions en gros le travail fourni de manière continue par de nombreux acteurs en vue de combattre la violence faite aux femmes, et notamment le travail du représentant spécial du secrétaire général chargé de la question des violences sexuelles commises en période de conflit. Nous saluons également les analyses et recommandations du dernier rapport du secrétaire général sur la violence sexuelle liée au conflit, notamment les recommandations soulignant le besoin actuel de désarmement, de démobilisation et de réintégration, ainsi que de programmes de réforme du secteur sécuritaire traitant explicitement des problèmes liés aux discriminations à l'égard des femmes. Ce rapport souligne à quel point il est urgent de résoudre la question des violences sexuelles commises en période de conflit, notamment dans des pays comme l'Afghanistan, la République de Centrafrique, la Colombie, la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, le Soudan et la Syrie. Ce rapport souligne également l'impact dévastateur de la violence sexuelle en période de conflit dans mon propre pays, le Mali. Remédier efficacement aux violences sexuelles commises en période de conflit dans toute leur complexité nécessite de toute urgence un leadership puissant à tous les niveaux, local, national, régional et international. Engagement et action en temps de conflit, de post-conflit et de paix sont essentiels. Aujourd'hui, je m'intéresserai à plusieurs secteurs clés dans lesquels la réalisation de progrès est primordiale. La participation des femmes et l'égalité, la prévention, la prise en charge, la responsabilité et les ressources. Participation et égalité. La violence sexuelle en période de conflit renforce brutalement l'idée que les femmes ne sont pas l'égale de l'homme, que les femmes peuvent être violentées en toute impunité. Une paix durable et l'élimination de la violence sexuelle en conflit resteront impossibles tant que les causes premières des inégalités ne seront pas traitées. Concrètement, il convient d'assurer l'égalité des femmes et des hommes à toutes les étapes du processus de paix et de faire en sorte que tous les accords de paix prévoient une réponse efficace aux crimes commis contre les femmes. Ceci implique de garantir les droits humains des femmes dans le contenu des accords de paix, d'affirmer que la violence sexuelle est une violation des accords de cessez-le-feu et de ne pas permettre l'amnistie des crimes sexuels. Une action ferme est nécessaire en la matière, notamment afin que les accords de paix ne prévoyant pas la participation et l'implication des femmes ne soient pas reconnus par la communauté internationale et afin que les processus politiques assurent simultanément la protection des droits humains des femmes et la participation de leurs représentantes au processus décisionnel. Prévention des conflits et de la violence sexuelle en période de conflit. La prévention de la violence sexuelle et des causes sous-jacentes du conflit lui-même est l'instrument le plus puissant dont nous disposons. Comme le démontre le dernier rapport du secrétaire général et comme je l'ai constaté moi-même au Mali au cours des derniers mois, il existe un lien accablant entre les flots des armes et la perpétration des violences sexuelles. Les membres de l'ONG Working Group ont milité en faveur d'un traité sur le commerce des armes prenant en compte les problèmes liés aux discriminations envers les femmes, non pas parce que les femmes sont vulnérables, mais parce que nous sommes des cibles. Il appartient maintenant aux États membres de reconnaître combien la mise à disposition des armes impacte la violence faite aux femmes et la participation des femmes à la vie sociale et politique. Nous appelons les États à honorer leur engagement à l'égard des femmes, de la paix et de la sécurité dans tous les processus de désarmement. Prise en charge des victimes et des survivantes. Dans les cas de violences sexuelles, la prise en charge des victimes est cruciale. Les survivantes et leurs familles ont droit à des programmes de prise en charge médicale, psychologique, d'assistance juridique et de réhabilitation qui soient suffisamment financés. L'absence de tels programmes peut avoir pour conséquence des dommages permanents, aussi bien physiques que psychologiques, sur les victimes.
mais aussi l'impunité des acteurs, des auteurs qui restent trop souvent la règle. Au Mali, le coup d'État militaire en 2012 a poussé de nombreux prestataires de services d'aide aux victimes à quitter le pays, laissant les survivants sans accès aux soins médicaux de première urgence ni à une quelconque assistance psychologique. Avec le soutien de ONU Femmes Pays, mon organisation, l'Association des juristes maliennes et quelques autres ont été capables de remédier partiellement à cette pénurie. Mais la crise politique souligne bien à quel point la situation demeure précaire pour les victimes et pour les prestataires de services aux victimes. Au-delà, parce que les services d'assistance sont concentrés majoritairement à Bamako, de nombreuses victimes, femmes victimes du conflit du nord du pays, n'ont pas pu recevoir d'aide. Une prise en charge complète, depuis la prise en charge médicale jusqu'à la prise en charge psychologique et l'assistance juridique, doit être disponible, sûre et facile d'accès pour les victimes. Les soins médicaux administrés aux victimes doivent être de la plus grande qualité possible et dispensés conformément au droit international humanitaire et aux directives de l'Organisation mondiale de la santé, reconnaissant aux femmes et aux filles le droit à des soins médicaux non discriminatoires et incluant la reconnaissance du droit de terminer une grossesse résultant d'un viol. Responsabilité pénale et réparation. Malheureusement, l'impunité des auteurs de violences sexuelles reste de manière écrasante la norme. Dans un contexte de conflit, la réforme des secteurs de la justice et de la sécurité doit garantir une réponse adaptée et une lutte efficace contre la criminalité sexuelle. Tous les recours en justice, y compris les renvois à la Cour pénale internationale, doivent être poursuivis. Les réparations telles que citées dans le rapport du secrétaire général peuvent constituer une forme importante de justice transitionnelle pour toutes les victimes de violences sexuelles, en particulier les femmes et les filles, ainsi qu'un outil permettant la réhabilitation et la reconnaissance des souffrances endurées. Les efforts doivent également inclure des activités pour lutter contre la stigmatisation des victimes qui accompagnent généralement les actes de violence. Au Mali, par exemple, nous avons besoin d'une reconnaissance collective des actes de violence sexuelle commis pendant le conflit. En absence d'une telle reconnaissance, les femmes qui tentent d'obtenir justice ont souvent beaucoup de difficultés à accéder aux tribunaux et nombre d'entre elles sont même accusées d'être des prostituées. Il est impératif que les survivantes de violences sexuelles cessent d'être montrées du doigt et traitées avec hostilité lorsqu'elles cherchent à obtenir assistance et justice. Soutenir le travail des organisations dirigées par des femmes. La société civile joue un rôle clé dans la lutte contre la violence sexuelle liée au conflit. Des ressources suffisantes doivent être allouées aux organisations de la société civile dirigées par des femmes, en particulier celles prenant en charge les victimes et celles facilitant l'accès des femmes à la justice et au processus politique de prise de décision. De par la nature même de leur travail, les femmes défenseurs des droits humains continuent d'être la cible d'attaques et de menaces dans de nombreuses régions du globe. Les États membres doivent prendre immédiatement les mesures nécessaires pour assurer la protection et le soutien des femmes défenseurs des droits humains, ainsi que la reconnaissance et la réduction des risques auxquels elles font face. De cette manière, les États membres des Nations Unies, et plus particulièrement encore les États siégeant au Conseil de sécurité, pourront s'assurer que les voix des victimes des violences sexuelles sont entendues et que leur situation est améliorée. Lorsque le conflit est survenu au Mali et que la violence a surgi, nous, les femmes, nous nous sommes mobilisées pour la paix. Mais malheureusement, nous n'avions pas le pouvoir ou la formation nécessaire pour faire entendre notre voix. Avec l'aide des partenaires internationaux, dont ONU Femmes, 80 femmes maliennes ont reçu une formation en médiation, négociation et mobilisation, autant de compétences primordiales pour faire face, en sorte que les femmes en danger soient entendues. Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire Général, Excellences, Mesdames et Messieurs, j'ai cité aujourd'hui plusieurs fois en exemple ce qui se passe dans mon pays, le Mali. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'exemples similaires dans beaucoup d'autres pays. Dans tous ces pays-là, nous sommes conscients du travail que nous devons accomplir ensemble, prévenir, prendre en charge, garantir la responsabilité et faire en sorte que les femmes puissent exploiter pleinement leur potentiel. Bien que nous ayons fait de grands pas en termes d'identification du fléau des violences sexuelles en période de conflit, nous attendons avec impatience le jour où les engagements que tant d'entre vous, assis dans cette pièce, ont pris porteront leurs fruits. Je vous remercie de votre attention.
Je remercie Madame Diakité pour son intervention. I have now the pleasure to give the floor to His Excellency Mr. Cho Tae-yul, Vice Minister of Foreign Affairs of the Republic of Korea. Thank you, Madam President, for giving me the floor. Madam President, at the outset, I would like to thank you for your presence here today and for convening this significant debate. I would also like to express my sincere appreciation to His Excellency Secretary General Ban Ki-moon and his Special Representative on Sexual Violence in Conflict, Ms. Zainab Hawa Bangura, for their informative and insightful briefings. My special thanks also go to Ms. Saran Keita Diakite for a statement on behalf of the NGO Working Group on Women, Peace and Security. The Security Council has achieved significant normative progress in combating conflict-related sexual violence over the past few years. This includes the adoption of Security Council resolutions 1820 in the year 2008, 1888 in 2009, and 1960 in 2010. While these documents reaffirmed our strong commitment to end sexual violence in conflicts, this egregious crime still remains a daunting challenge for the international community in many new and ongoing armed conflicts. In this context, my delegation welcomes the report of the Secretary General on sexual violence in conflict contained in document S/2013/149. It shows that sexual violence continues to occur in conflict and post-conflict situations throughout the world, and in some cases, such acts have become systematic and widespread. The report also reveals worrisome emerging trends, such as the nexus between sexual violence and the illicit extraction of natural resources and